ça. FM 95.5 Nana FM. Je vous le disais, de nos jours, la prolifération des centres de formation clandestins des agents de santé inquiète plus d'un. Des voix s'élèvent alors pour assainir le domaine. Prolifération des centres de formation clandestins des agents de santé, signe d'un secteur à l'abandon. C'est l'interrogation qui est la nôtre. Ce matin, nous avons le docteur Gilbert Tcholenyanou, secrétaire général du syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour, mon père. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une dizaine de minutes avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous étiez sûrement dans les embouteillages parce que les matins comme ça... C'est pas évident. Alors, vous étiez, avant de revenir sur le thème principal, vous étiez il y a quelques semaines avec le ministre en charge du travail et des dialogues sociaux. Alors, quelles ont été vos doléances? Est-ce que ce sont les mêmes choses que vous avez encore présentées? Non, pas les mêmes choses, puisqu'on est allé plus loin. Puisque là, nous avions évoqué le SMIC et les salaires. Vu que le contexte économique est marqué par une inflation explosive et inattendue, nous avions donc demandé au gouvernement de faire en sorte d'agir sur le SMIC et les salaires. Donc nous avions été assez clairs là-dessus et le gouvernement a pas pris note et a promis s'en référer à la plus haute autorité ou bien aux plus hautes autorités. Je veux parler de son Excellence Monsieur le Président de la République et puis de son Excellence Madame le Premier ministre. Donc le gouvernement a dit qu'il allait s'en référer aux autorités. Alors, docteur, en termes de formation, comment devient-on praticien hospitalier, genre infirmier, sage-femme, médecin? Comment devient-on praticien hospitalier? Alors pour être praticien hospitalier, il faut avoir au minimum le bac. Donc après le bac, toutes séries confondues je suppose, vous passez le concours pour intégrer les écoles de formation paramédicale, en particulier l'ENAM. Maintenant, si vous n'avez pas le bac, si vous avez le BPC, vous pouvez passer le concours pour intégrer l'école des auxiliaires médicaux qui se trouve à Sokolé. D'accord? Et donc, maintenant, c'est ça, c'est pour les paramédicaux. Maintenant, pour les médecins, il faut avoir le bac et être inscrit, être reçu à la faculté des sciences de santé qui forment les médecins, les pharmaciens et aujourd'hui les odontostomatologues. Voilà, donc le parcours pour devenir médecin est de 8 ans, bac plus 8, pour devenir infirmier, infirmière, sage-femme et autres praticiens de santé en post-bac, c'est de 3 ans, l'équivalent de licence, et vous avez aussi les formations de master pour perfectionner votre art, qui sont de 2 ans, pour avoir le master en sciences de santé. Maintenant, après, au niveau de la médecine, après le doctorat, après 8 ans d'études pour avoir le doctorat, vous avez entre 4 et 5 ans pour aussi devenir spécialiste. Moi, par exemple, étant chirurgien, traumatologue, orthopédiste, après les 8 ans, j'ai dû faire encore 5 ans d'études pour être chirurgien, traumatologue, orthopédiste, donc bac plus 13 en fait. Alors, malheureusement, vous avez ce parcours, mais la rémunération sur le terrain, c'est du peanut, quoi. Alors, docteur, quel droit confère de facto ces formations aux agents? Est-ce pour installer un cabinet médical ou comme ce à quoi nous assistons de nos jours? Les cabinets médicaux sont installés exclusivement par les médecins. Les médecins, un médecin qui... Parce qu'il y a une différence entre un médecin et celui qui a le doctorat d'état en médecine. Le médecin, c'est après la thèse clinique. Cette thèse clinique, c'est généralement après la 7e année. Quand vous finissez votre internat, vous passez donc un examen qu'on appelle la synthèse clinique, qui vous confère le titre de médecin. Maintenant, le doctorat, c'est la soutenance de thèse de doctorat en médecine d'état. Donc ça, c'est aussi autre chose. Donc vous avez 2 qualifications en l'espace d'1 an. Et c'est des examens que vous passez. Maintenant, lorsque vous êtes docteur en médecine, vous pouvez soumettre un dossier de candidature
pour pouvoir installer un cabinet médical si vous n'êtes pas un praticien hospitalier de l'État. Je précise, c'est important. Si vous avez un cabinet médical, vous ne pouvez pas au même moment avoir un cabinet médical et être au service de l'État. Non. Et donc, je pense que nous sommes en train d'aller vers l'assainissement du secteur en faisant comprendre aussi à nos confrères et à nos consoeurs que nous devons nous-mêmes aussi respecter les tests. Le Code de la santé est clair là-dessus. Et aujourd'hui, l'Ordre des médecins fait un travail extraordinaire en essayant de divulguer ce Code de la santé pour que les gens comprennent. Alors, ce que nous remarquons aujourd'hui, le foisonnement de cabinets médicaux et de cabinets de soins médicaux gérés par non seulement des gens qui n'ont pas une qualification de l'État, qui sont formés sur le tas, parce qu'il y a une différence entre avoir une qualification de l'État et être formé sur le tas. Il y a une différence. Donc, des gens qui ont des formations de 6 mois, d'1 an, ou même formés par des cliniques. Et à ce titre-là, se permettre d'aller ouvrir des cabinets de soins ou des cabinets médicaux, c'est vraiment contre la loi. Et on doit sévir contre ça. Aujourd'hui, là où nous sommes, on ne peut plus être dans une posture de tolérance, non. Il faut sévir contre ça et arrêter ça tout de suite. Alors, à Mais qui au la même faute, moment, à qui la faute quand je pense que c'est partagé. C'est-à-dire que le gouvernement n'ayant pas peut-être réussi un maillage territorial en termes de santé, mais il y a des zones, des déserts médicaux. Donc oui, le vide étant là, bah, les gens viennent s'installer. Vous comprenez? Mais ça ne justifie pas tout. Normalement, même aujourd'hui, même les communes et le ministère de la Santé doivent veiller à ce qu'on n'ait pas ce foisonnement de cabinets sauvages, parce que c'est l'expression, de cabinets sauvages. Donc, nous devons réfléchir à un plan d'ensemble, c'est-à-dire le maillage sanitaire de l'espace du territoire togolais, au niveau des communes, au niveau des villes et tout ça, essayer de voir comment on fait pour que les populations puissent avoir accès aux soins de qualité. C'est ce qui est important en fait. Donc, lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui procure des soins de qualité, ben, quelqu'un qui est formé sur le terrain vient s'installer. Et ben, les gens doivent aller vers lui parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de centre de santé dans les parages. Donc, quand il arrive, ben, il fait son boulot et la population se dit que ben, le monsieur ou la dame vient les sauver. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons tous ensemble travailler à faire en sorte que cela ne se passe plus. Donc, pour ce faire, il faut créer des centres de santé au niveau de l'État, recruter du personnel pour pouvoir les faire fonctionner, pour que la population puisse aller se faire soigner dans les centres de santé. Maintenant, ce n'est pas pour autant que ce n'est que le public qui peut s'en occuper, il y a aussi le privé. Mais dans le privé, il faut donc favoriser le fait que des médecins puissent s'installer et qu'ils aient des facilités aussi à s'installer, à ouvrir leurs cabinets médicaux dans le respect des règles. Voilà ce que je peux dire. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kango qui écrit en principe, ces centres de formation devaient être plus proches des populations paysannes si les agents étaient formés par des centres accrédités. Malheureusement, on les voit tous se concentrer en ville. Les centres de formation paramédicale, non, ces centres de formation, formation paramédicale, je veux dire, hein, ne sont pas qu'en ville. Hein. Aujourd'hui, ces écoles sont disséminées dans tout le pays. Vous en avez à Lomé, vous en avez à Thiévié, vous en avez à Palimé. Dans toutes les régions, en tout cas, vous avez les centres de formation en ville. On forme les gens. Mais une fois que les gens sont formés, il faut que les centres de santé soient proches des populations. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la pyramide de soins du Togo, vous avez les soins primaires, secondaires, tertiaires. Donc, les USP sont des unités de soins périphériques qui sont proches des populations. Alors, ce qui se passe, c'est que nous parlons le phénomène est plus récurrent, est plus grave à Lomé, par exemple, où, paradoxalement, Lomé qui devrait avoir une bonne couverture sanitaire, où vous avez dans les quartiers, dans certaines communautés-là, communes, je veux dire, vous avez un foisonnement de cabinets sauvages de soins créé par des gens formés sur le tas. Deuxième chose, c'est parce que justement, les gens n'ont pas de moyens pour aller se faire soigner. Donc, ils préfèrent aller dans des maisons où ils payent 100 francs pour la consultation. C'est normalement quelqu'un qui n'a pas fait de bac plus 8 ou bien bac plus 3. Il va s'asseoir, mais il prend 100 francs. Puisqu'il n'a fait que peut-être il a fait le CM2, il a fait une formation de 6 mois ou d'1 an, il a un diplôme, il dit qu'il est infirmier, il fait les soins, il vient s'asseoir, il prescrit, il fait des trucs, et il prend 100 francs. Et lui, s'il a 1000 personnes qui viennent le voir dans la semaine, mais 100 francs, il est à 100 000.
il est content. Mais celui qui a fait Bac plus 8, Bac plus 13, qui a investi des millions pour se former, il ne prendra pas son fonds chez les gens. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut qu'on étudie. Et dans ce sens-là, la réforme qui va porter sur la couverture maladie universelle est une importante réforme à accélérer pour faire en sorte que tous les Togolais, toutes les Togolaises puissent aller dans les hôpitaux publics, dans les centres de santé publics et se faire prendre en charge sans avoir à dépenser assez d'argent. Donc c'est un problème qu'il faut gérer en tenant compte de la bourse des Togolais, mais aussi en ayant un contrôle drastique et rigoureux. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être à la tolérance zéro. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir après la pause. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tipodi et abattoirs, ou vous êtes commerçant. L'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé. Le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. Medix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorise un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Bientôt nyonu yabe bolu parfumé fortune agwavadwa si amena milo bientôt minya baby dada le bobwede idina de kade kampo na boyebe parfum jasmine antojo wena pli 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 et me vivina et pour la zobon dana molo he dana rigra lori cantonné ni molu parfumé fortune ne mi kumya bebo me akiki yana la me seme be siebe molu parfumé fortune ele kilo ama tombe sa kovi me allo kilo blave voir tomber sa komi ne mi dibe appelez mon parfumé fortune sous bon à l'eau des cantes sans phare. Mais des blagues cabanières au canon les 90 29 36 64 à l'eau 99 58 27 25 10. Mon parfumé fortune au vivina. On est dans la messe qui Donc on ne parle pas de mesure. Nana FM 95.5. Retour dans les studios de Nana FM. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Camarade, bonjour. Salut camarade. Ok. Bon, je pense que avec tout ce que vous avez l'habitude de débrayer concernant la santé togolaise qui est malade, vous avez trouvé une opportunité au sommet de l'OMS où vous devez faire un contre-sommet en réalité à l'Assemblée des Togolais au niveau de en face de ce vidéo là où se déroulait ce sommet-là et aller à haute voix pour que le monde peut nous en parler. Nous n'avons pas plus de cette opportunité. Est-ce que cette opportunité-là, vous l'avez trouvée dans les 10 mesures que le chef de l'État nous a laissées? Si vous l'avez trouvée, quels sont les avantages que le peuple togolais peut attendre de ça? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile. Oui. Ok, allez-y. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, bon, je ne sais pas si la radio, je ne sais pas pourquoi je commence comme ça. D'accord, allez-y. Salut, le professeur. Bonjour, monsieur. Je remercie pour tout ce qui se fait.
tout ce qu'il a développé, j'ai suivi ça avec une attention particulière. Et moi, je veux vous dire tout de bon que bon, les gens qui forment ces prestataires de soins sur l'État, c'est leurs camarades. C'est rare que quelqu'un aussi qui est formé sur l'État vienne encore engager des gens pour former. C'est vrai, dans les quartiers maintenant, tu vois ici par là, cabinet de soins, tout ça là. Mais est-ce que eux-mêmes qui ont eu à prêter le serment de Hippocrate, est-ce que vraiment, est-ce qu'ils sont sincères entre eux-mêmes d'abord? Parce que les infirmiers qui ont fait Bac plus 3 et autres là, bon, eux je dis, mais la responsabilité revient à eux. Merci. Ils sont les Bac plus 13, les Bac plus 8. Merci beaucoup, monsieur Basile. Merci. Le docteur va vous répondre. Nana Femalo? Allô, mon directeur. Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Comment vous allez? J'écoute votre voix, vos interventions, l'information. Je suis ravi que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Papa Sibiti. Que vous bénisse aussi. Ce qui compte, les cliniques sauvages des matrones, de ceux qui font en 6 mois d'apprentissage dans les cliniques, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, au lieu d'aller à l'hôpital, ils arrivent, c'est bondé. Le personnel est insuffisant. C'est ce qui conduit les gens à aller dans les cliniques. Quelqu'un qui est à côté de sa maison, il y a quelqu'un, même si c'est 6 mois de formation, que la personne a eu, elle ouvre plutôt, elle va prendre les injections au lieu d'aller voir un spécialiste, un professeur en médecine comme vous. C'est ce qui gêne. Et on vous a parlé, dans les villages, il n'y en a pas. À côté de votre maison, vous avez quelqu'un qui donne des soins. Vous êtes obligé d'aller là-bas. Maintenant, qu'est-ce que vous allez nous faire en tant que docteur ou professeur de l'Ignanou, une éminente personnalité, pour que tout rentre en ordre? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nana Femalo? Bonjour. Oui, bonjour. En plus, on de transmission, mais c'est du direct. Madame ici? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Voilà. Saint-Faute revient nous parler ces temps-ci. Parce que les problèmes demeurent. Ils vont demeurer tant qu'on n'aurait pas affirmé dans cette république qu'on se donne. Il faut affirmer pour que tout se passe. Bon, est-ce que, je vais demander au docteur, est-ce qu'il existe encore des chutes publiques au Togo où tout est privatisé et puis on est là? Je viens de dire la dernière fois que les Togolais crèvent en masse chez eux. Ils n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner. Et quand ils sont morts, comme la morgue est aussi privatisée, on le confère chez eux, c'est-à-dire c'est la précarité totale. Est-ce que l'INAM a été créé pour le peu de travailleurs togolais? Mais on a encore enlevé, on a aussi plein de médicaments. Comment ils voient ça? Merci. Presque tous les médicaments, les vitamines, les antibiotiques, tout est encore ici, sur l'INAM. Merci beaucoup, madame. Et si on prend le tout dernier auditeur, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, est-ce que nous avons un autre? Ok, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Pélé qui demande pourquoi nous avons un autre auditeur. Nana Femalo? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, Bonjour, monsieur. un instant. Oui. Je crois que ce que notre docteur dit, par rapport à ce niveau d'information, souvent qu'il a l'habitude de nous décaler, je crois s'il faut chercher la cause de ce problème, elle n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a deux catégories de Togolais. Il y a des gens puissants qui peuvent se permettre tout sans être inquiétés.
c'est celui qui forme ce genre de praticien. Sinon, quelqu'un qui pourrait non dire oui tout de suite est envoyé en prison, je ne crois pas qu'il va aller se permettre de faire certaines choses. Donc le problème, c'est l'impunité. Quand le droit se dit dans un pays, vous allez voir que rien n'est permis en dehors de ce qui est normal. Maintenant, secondo, c'est la précarité des populations qui amène les gens à aller vers des choses qui sont inappropriées. Et donc, c'est à eux maintenant de trouver le créneau pour gagner les malades et les mettre en confiance vers eux. Un exemple, si on vous teste aujourd'hui un médicament, c'est d'aller en pharmacie. Alors que peut-être on peut avoir un substitut au niveau de la plante que le médecin ne peut prescrire à un malade pour dire bon, pour votre mal, allez chercher tel plante, utilisez ceci, et donc ça va vous aider à arriver à ce niveau du patient. Par ce créneau également, on peut arriver à mettre les gens en confiance. Donc on peut pas tout le temps continuer à faire le conventionnel. Le conventionnel, c'est bien, mais il faut réadapter les choses. Merci. Les praticiens doivent s'approprier de notre flore médicale pour au moins travailler sur ça et commencer également par le faire dans ce sens-là. Je crois qu'avec ça, les choses peuvent encore mieux s'y passer. Merci beaucoup, Michel. Alors, Pélé qui demande pourquoi lors du sommet de la dernière fois de l'OMS Afrique, pourquoi vous n'avez pas organisé un contre-sommet pour dévoiler à la face du monde les vrais problèmes que connaissent aujourd'hui votre domaine au Togo? Non, je le remercie pour la proposition. Peut-être qu'on n'y a pas pensé forcément, mais ce que je veux dire, c'est que là, je voudrais qu'on se parle en togolais. Je pense qu'il y a quand même des années que le Saint-Faute, que la santé, nous essayons de parler des situations. Et pourquoi c'est toujours aux mêmes personnes de faire les choses à chaque fois? Est-ce que c'est interdit aux Togolais pendant l'OMS de s'organiser pour dire non, il y a l'OMS pourtant, mais nous avons des problèmes de santé chez nous? C'est toujours à nous, les soignants, de le faire pour la population tout le temps. Et ça, je voudrais qu'on se comprenne par rapport à ça. Je t'ai bien dit des fois qu'il y a des pays où, quand il y a des problèmes de santé, c'est la population elle-même qui s'en saisit. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était uniquement l'apanage que des soignants que nous sommes. Sur les principes, normalement, nous avons obligation de moyens, pas de résultats. On aurait pu se dire que le fait qu'on n'ait pas de scanner, le fait qu'on n'ait pas des équipements de qualité, qu'on n'ait pas des hôpitaux de qualité, que c'est du ressort exclusif de l'État, de la population, et que nous sommes là, et que par rapport à ce que nous avons comme moyens, nous faisons ce que nous pouvons faire. On n'est pas tenus. Mais si on prend à bras le corps ce problème, c'est pour que la population comprenne et qu'ensemble on puisse y aller. Pourquoi les Togolais veulent que ce soit toujours des gens qui viennent faire des choses pour eux? Et ils ne peuvent pas eux-mêmes se lever aussi pour faire des choses pour eux-mêmes. C'est aussi important. Nous, on n'y a pas pensé. Mais M. Pélé, qui vous avez dit? M. Pélé, il y a pensé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres associations qui pouvaient se lever pour dire non, écoutez, il y a un sommet qui arrive, nous sommes Togolaises, nous avons des problèmes de santé, nous organisons un contre-sommet. Pourquoi il n'y a pas pensé? Alors, M. Basile qui pense que ceux qui forment ou bien ceux qui ont ces cabinets, ce sont vos propres camarades. Oui, je l'ai dit tantôt dans mon intervention en disant qu'il y a des cliniques qui forment et que c'était inadmissible et que déjà l'ordre des médecins a sonné la charge en disant clairement que ces genres de choses seront sanctionnés. Et aujourd'hui, il est clair qu'il est interdit aux cliniques de former, aux cabinets de former. Si vous connaissez des cabinets de santé dans vos quartiers, des cliniques dans vos quartiers qui forment des gens sur le tas, il est important que vous appelez pour les dénoncer. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller vers cela. On ne peut plus se taire et laisser les choses se passer comme cela. Et donc, oui, parce qu'il y a eu un temps, une démission du gouvernement par rapport aux problèmes de santé. Donc, tout le monde s'est arrogé le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, il faut se faire la fin de la récréation et revenir à de meilleures choses. Ce qui est fondamental, c'est que je crois que je suis le genre à dire les choses telles que je les vois. Vous me connaissez par rapport à ça. Je n'ai pas refuté le fait qu'il y a des médecins, des infirmiers qui forment, parce que c'est eux justement qui forment, je l'ai dit, mais il y a aussi le fait que des gens qui sont formés sur le tas, eux-mêmes aussi forment après. Donc, c'est ces deux faits qui existent, nous devons aller et lutter contre. Et donc, moi, j'en appelle à la population togolaise de pouvoir dénoncer ces genres de comportements, de pratiques. Malheureusement, on vous dira que les gens étant dans la précarité, comme le dernier auditeur là. Michel, même sur la page Facebook de Nana Femia Foganti, ce qui le dit, on vit dans la misère. Il se fait que c'est une situation qu'on comprend. Maintenant, nous devons trouver l'équilibre. Et l'équilibre demande à ce que le gouvernement fasse sa part en
permettant ce que toutes les Togolaises, tous les Togolais puissent avoir accès aux soins de santé de qualité comme notre constitution le stipule clairement. Donc c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que la couverture maladie universelle doit aller très vite. Et je l'ai même salué comme un engagement du chef de l'État et comme une réforme importante parce qu'on ne peut plus faire des économies par rapport à la santé de la population. C'est important qu'on s'y investisse à fond. Madame Messi a parlé de l'INAM. L'INAM était pour les fonctionnaires exclusivement. Aujourd'hui, l'INAM va essayer de piloter la couverture maladie universelle. Elle a raison de dire qu'il y a plein de médicaments qui ne sont plus pris en charge par l'INAM. Nous avons commencé par travailler avec l'INAM pour faire en sorte que ces médicaments, des médicaments reviennent dans l'assiette des soins pour que lorsque les gens vont aller pour acheter les médicaments, qu'ils ne soient pas obligés de payer de leur poche alors qu'ils ont encore l'INAM. Donc c'est un travail qui se fait. On a commencé déjà depuis l'année passée et actuellement, la liste des médicaments est en train d'évoluer progressivement. Ça revient. Il y a des médicaments qui reviennent et tout ça. Donc, le problème, c'est qu'il faut s'assurer de la pérennité du système d'assurance. Et donc, nous aussi, nous avons le devoir de sensibiliser les nôtres à faire des prescriptions justes et à éviter la fraude à l'assurance. Parce que si la fraude à l'assurance existe, nous allons s'aborder cette assurance INAM qui est appelée aussi à prendre en charge la population dans le cadre de la couverture maladie universelle. Donc, l'équilibre est important. Nous devons veiller à ce que INAM soit juste, que les médicaments soient pris en compte par INAM, mais aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude à l'assurance pour que le système assurantiel puisse être pérennisé. Alors, Madame Essiki demandait, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des CHU publics au Togo? La question est justement posée, parce que bon, quand on voit la démarche de contractualisation qui s'opère, oui, on a des CHU publics de nom, quasiment de nom. Maintenant, le fonctionnement peut être varié, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des CHU publics qui sont là, de nom. Et j'ai toujours été de ceux qui disent que cette réforme-là doit être auditée. Et je le pense. D'autant plus qu'au dernier sommet, à la session de l'OMS, des pays comme le Rwanda, comme le Bénin, ont partagé leur expérience en la matière. Et quand vous prenez ces pays-là, les pays ont dit la réforme telle que le Togo la mène aujourd'hui, ils l'ont menée comme ça. Mais ils ont remarqué qu'il y avait des insuffisances. Parce que vous allez confier la gestion des hôpitaux à une ONG pendant combien d'années? C'est l'État qui paye, hein, les ONG. Cet argent, on remet ça à l'ONG et on investit encore dans les équipements. C'est un double emploi. Puisqu'on a formé des gens dans des structures de formation. L'ENA, par exemple, forme au Togo des administrateurs hospitaliers. Et comment se fait-il que, malgré qu'on ait formé ces gens-là, on soit incapable de gérer nos hôpitaux et qu'on fasse recours à des ONG de blanc pour venir gérer nos hôpitaux? Moi, je me pose toujours la question. Je pense qu'on aurait pu faire simple. Pour cette réforme, comme on a fait la phase pilote pendant peut-être 5 ans, on a pris des hôpitaux de chaque niveau pour en faire la phase pilote. Aujourd'hui, l'ONG contractant doit nous produire un document cadre qui peut être repliqué dans tous les autres hôpitaux. On n'a plus besoin de ces ONG normalement. C'est mon point de vue. Hein. On n'en a plus besoin puisque pendant 5 ans, elles ont géré les hôpitaux, les CHU, les hôpitaux de district, les hôpitaux périphériques, elles ont géré. Donc, les CHR, donc, on a à chaque niveau au moins un cahier de charge. Comment ils ont procédé. Les outils qu'ils ont utilisés, on les a. Donc, il faut juste les répliquer et les remettre aux autres hôpitaux. Je ne pense pas que les Togolais soient aussi bêtes pour ne pas pouvoir appliquer les choses que d'autres ont eu à faire. Donc, pour moi, je pense fondamentalement que cette réforme a fait son temps et que si elle est une réussite, comme on nous le dit, on n'a plus besoin de ces ONG-là. On a juste à prendre que ces ONG nous donnent les cahiers de charge, les outils de gestion qu'elles ont eu à utiliser dans les hôpitaux pilotes et que maintenant le gouvernement fasse appliquer ça strictement dans les autres hôpitaux. Parce que imaginez le nombre d'hôpitaux qu'on a au Togo. Si on doit les contractualiser tous, donc cette ONG va devenir une ONG milliardaire. Alors, sur quel fonds on va les payer alors qu'on dit qu'on n'a pas assez d'argent? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, pour moi, je pense qu'il faut y aller. Et puis, d'ailleurs, nous sommes au 21e siècle. Hein. Nous sommes au siècle de l'informatique, hein, où on peut tout dématérialiser. Alors, comment vous pouvez expliquer qu'à ce moment-là, on paye encore des gens pour contrôler des tickets, pour faire des choses, alors que bon, on peut, en dématérialisant les choses, en informatisant les choses, on peut contrôler valablement ce circuit-là. Je crois que c'est une question que nous pouvons régler assez vite. Sinon, prendre des gens qui doivent vérifier les tickets, qui doivent contrôler les choses,
c'est daté, quoi. Alors, Papa Sibiti, en une minute, demande quelles doivent être désormais les solutions. Les solutions, nous les préconisons, vous le savez. Aujourd'hui, comme je dis, il est important que nous allions vers un maillage sanitaire du territoire. Et il faut recruter du personnel, il faut créer des centres de santé, il faut faire en sorte que le privé sanitaire s'associe au public sanitaire et qu'on se comprenne. C'est fondamentalement important. L'autre aspect de la chose, c'est qu'il faut valoriser le métier de soignant. Vous ne pouvez pas prendre un médecin bac plus 7, bac plus 8 et le payer à 150 000 francs, 200 000 francs mensuels. Ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas prendre un infirmier bac plus 3, ça je bac plus 3 et le payer à 120 000, 130 non, ça ne veut plus rien dire. Donc, nous devons aussi valoriser la profession médicale soignante pour que les gens puissent venir. Parce que nous avons actuellement une fuite de cerveau. Les gens formés partent à l'étranger. Il y a un appel d'air énorme. Les gens formés partent à l'étranger. Et ce qui fait que, malheureusement, vous voyez, nous sommes obligés de former sur le tas des gens pour venir remplacer ceux qui connaissent le métier et ce qui n'est pas normal. Nous devons retenir ce qu'on forme. Nous avons 5 à 6 écoles paramédicales au Togo, 2 écoles médicales sur le plan de l'État. Il est inacceptable que ces gens formés partent à l'étranger parce que nous sommes incapables de les retenir chez nous, parce qu'on n'a pas les mesures de valorisation de la fonction soignante. Disons merci au Dr Gilbert Tcholignanou, secrétaire général du syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Merci également à Stan Teko pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.